Bon, si tu arrives ici, c'est sûrement que tu t'intéresses à la sous-location. Donc on ne va pas traîner, comme tu vois, il y a beaucoup de choses à voir. Mais il faut savoir que la sous-location, c'est un bon moyen pour pouvoir développer son business et en vivre. En tout cas, moi, je vais te détailler les étapes que j'ai suivies pour pouvoir arriver à avoir 5 biens aujourd'hui et vivre de la sous-location. Donc sans traîner, on y va. On a pas mal de choses à voir. Donc que tu sois homme ou femme, peut-être que tu as des blocages aujourd'hui parce que tu ne te sens pas forcément à ta place dans ton boulot ou pendant tes études. La routine, peut-être qu'aussi elle te gave, ça fait un moment que tu es au même endroit, ou c'est le métro, boulot, dodo, ça fait très cliché, mais il y en a sur qui ça pèse énormément et ça se comprend. Et tu as envie d'avoir ton business. Alors, à ce moment-là, tu es au bon endroit, tu n'as pas envie de rater ta vie également. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu, c'est pour ça que j'en parle. Quand on a 20 ans et qu'on se construit, on le rencontre souvent, peut-être plus chez les hommes que chez les femmes, je ne sais pas. Et peut-être sinon que toutes ces douleurs, tu ne les as pas forcément, mais tu te sens isolé. Parce que tu as envie de faire quelque chose de grand, mais tu n'as pas forcément les connaissances ou les personnes qui vont t'entourer, qui vont le permettre. Donc la question légitime, c'est est-ce que ça va continuer comme ça toute ma vie? Malheureusement, oui. Si tu fais rien, oui. Mais si tu es sur cette vidéo, c'est que déjà, tu as envie de changer. Donc ça, c'est déjà un bon point parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font jamais ce pas-là en pensant que c'est impossible. Toi, tu sais que ça l'est et donc tu cherches des solutions pour devenir sûrement libre. Donc je parle de libre, tu peux travailler de n'importe où, que ce soit chez toi, soit un café à côté ou à l'autre bout du monde. Ça peut être une solution, la sous-location. Tu vas être fier de toi, donc développer ton business. Tu es au bon endroit. Tu ne peux pas faire de crédit, que ce soit en études ou même avec certains boulots. Avec les taux en ce moment, c'est assez compliqué. Et surtout, tu ne peux pas quitter ton job ou quitter tes études de suite. Mais tu as envie de commencer à te construire. Donc à ce moment-là, tu es également au bon endroit, puisqu'on va voir avec la sous-location que tout ça, c'est possible. Tu vas pouvoir à la fin de cette vidéo générer entre 1000 et 1500 euros par mois avec un seul bien, sans crédit, sans être proprio et sans lâcher ton job. Qu'on s'entende bien, 1500 euros par mois, ça reste des biens qui sont exceptionnels. Nous, on va plutôt viser les 1000. Des fois, il en faudra deux pour y arriver, c'est pas un souci. En fait, le plus important, c'est d'avoir la méthode, puisqu'une fois que tu as la méthode, ensuite, c'est réplicable. C'est ça surtout qui est important et qui va te permettre d'accumuler les biens et de pouvoir te délibérer. Dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas d'avoir qu'un seul bien, puisque si tu n'en as qu'un et que le proprio le récupère, tu n'as plus d'activité. Donc, moi, c'est exactement la méthode que j'ai appliquée. Vous voyez, je travaillais en Australie là, avec un magnifique gilet jaune. Je travaillais en Australie, on dormait dans un dortoir à 24, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la sous-location. Et à force de travail, eh écoutez, j'ai pu prendre des vacances en plein mois de septembre, c'était donc quand tout le monde reprend le boulot ou reprend les études. Et ça fait plutôt plaisir. Alors moi, je suis plutôt du type à travailler à la maison, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir bouger et travailler ailleurs. Donc maintenant, les erreurs que font souvent les personnes que je dois faire de la sous-location, qui vont les freiner. La première chose, ça va être d'attendre le bien parfait. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de bien parfait et le temps que vous allez prendre pour attendre d'avoir la bonne occasion, la personne à côté, elle en aura déjà trouvé deux, trois, elle aura appris beaucoup plus sur le terrain. Donc il faut oublier. Ça rejoint attendre le meilleur moment. Toutes ces notions de perfectionnisme-là, il faut les oublier puisque l'objectif, c'est de passer vite à l'action et d'être rapide. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai tendance à vouloir faire les choses parfaites avant de les lancer. Se précipiter, à contrario, c'est également un gros souci. Puisque si on ne le fait pas de la bonne façon, déjà il y a beaucoup de réglementations à respecter et on peut risquer des grosses amendes. Mais surtout, si on a un logement qui n'est pas rentable, bien en fait on s'enfonce dès le début. Donc au lieu de générer de l'argent, vous allez en perdre. Et là, il faut encore plus remonter la pente, donc ce n'est pas l'objectif. Enfin, ne pas se former, c'est une grosse erreur, puisque on reprend ce que je vous ai dit au-dessus, il y a pas mal de réglementations. Si on ne fait pas les choses bien, qu'on a un propriétaire qui est embêtant, ben, on va se retrouver bloqué, et puis ça va être compliqué. Puis après, les amendes, il n'y a pas pire, puisque c'est difficile d'en sortir. Et ne plus apprendre que vous fassiez de la sous-location depuis 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Il faut toujours continuer à se former. La loi, elle évolue, les tendances de marché, elles évoluent. Donc l'objectif, c'est toujours de rester au plus proche du terrain pour pouvoir continuer à performer. Il n'y a aucune boîte qui a tenu 10 ans en ayant la même stratégie de A à Z. Il y a toujours des choses à adapter. Donc passons-en au plan. Le plus important, c'est pourquoi vous êtes là. Donc le lancement de l'activité. Hop, mettre en présentation. Hop là, donc voilà, on va lancer l'activité. La première chose à faire, c'est créer notre micro-entreprise. Donc la micro-entreprise, une fois qu'elle est créée, enfin, on va avoir de l'administratif à faire et également la documentation commerciale. On va passer ça assez rapidement, je vais quand même vous montrer. Je vous laisserai un lien vers un site de l'État où vous pouvez avoir comment devenir micro-entrepreneur, toutes les formalités à réaliser
Il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, vous vous y lancez en 2 heures. Une fois que vous avez tous les papiers, c'est largement fait. Encore peut-être que j'en rajoute, ça fait un moment que j'avais fait la mienne. Donc vous faites l'administratif et vous prenez une assurance, ce qu'on appelle une RC Pro, donc c'est une responsabilité civile professionnelle qui va vous permettre d'être assuré dans votre activité. Ça, c'est indispensable. En parallèle, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir eu la réponse de l'administratif, on peut commencer la documentation commerciale. Vous embêtez pas en premier lieu avec un site et tout le bazar. Nous, ce qu'on veut, c'est être efficace et aller droit au but. Donc, premièrement, on va faire carte de visite. Là, vous avez la mienne. Écoutez, je ne peux pas faire plus concret. On va pouvoir la laisser à la fin des visites pour faire plus professionnel. Un mail, un numéro de téléphone, donc mail professionnel bien évidemment, et une plaquette. Donc, le fait d'avoir le combo des deux, c'est beaucoup plus pro. Et puis surtout, la plaquette, vous la laissez quand le proprio ou la propriétaire rentre chez elle, que son mari ou sa femme lui demande mais qu'est-ce qu'il t'a dit le jeune, qu'est-ce qu'il voulait. Là, il y a tout de noté. Donc elle, même si elle ne se rappelle pas de tout, ou lui, s'il ne se rappelle pas de tout, il y a tout de noté, il sait exactement ce que vous proposez, la vision un petit peu et les valeurs de l'entreprise. Donc c'est l'objectif de la plaquette. Vistaprint pour les cartes de visite, vous en sortez 50, il n'y en a pas besoin de beaucoup plus pour commencer. Et je crois que j'ai fait sur Canva la plaquette. Voilà. Une fois qu'on a tout ça réalisé, qu'on a récupéré nos papiers, même un peu avant, parce que ce n'est pas un gros souci, vous pouvez lancer la prospection pour commencer à vous faire la même. La prospection, elle se passe en 3 points. Donc d'abord, vous allez aller sur le Bon Coin pour commencer à faire la recherche d'annonces. C'est le plus gros site d'immobilier en France, donc forcément que vous trouverez votre bonheur. Il y a le Bon Coin, mais il y a aussi le réseau. Le gros avantage du réseau, c'est que la confiance, vous l'avez déjà de vos pairs. Si vous travaillez bien, si vous êtes quelqu'un de droit, ça se sait pour les gens qui vous côtoient. Et donc peut-être que ce sera des amis à vos parents ou des amis à vous qui ont déjà des biens et qui cherchent des locataires. À ce moment-là, foncez, parce que c'est la meilleure manière de commencer. Et surtout, ce premier bien, ce fameux premier bien qu'on veut arriver à avoir pour pouvoir développer l'activité, c'est sûrement la façon la plus simple de le récupérer. Et enfin, Facebook. Facebook, ça va être intéressant dans les groupes. Par exemple, les groupes comme tu sais que tu es de Bordeaux, Caen, c'est mieux avec les petits villages, enfin, petits villages, les petites villes comme Mérignac ou autres, en tout cas les secondes villes, en seconde couronne, puisque là, on va avoir des propriétaires qui vont rechercher des locataires, mais avant de poster sur le Bon Coin, des gens qui vont préférer faire marcher le réseau en local, donc ils vont demander si quelqu'un ne connaît pas une personne qui va chercher un logement pour septembre par exemple. À ce moment-là, vous pouvez vous positionner en amont, donc avant le Bon Coin et avant toute la concurrence. Donc voilà exactement, il y a d'autres solutions, vous avez Se Loger, particulier à particulier. Se Loger, il y a beaucoup d'arnaques de ce que j'ai entendu, mais je ne l'ai jamais fait dessus. Particulier à particulier, je n'y suis jamais allé non plus. Creusez, il n'y a pas de mauvaise solution pour trouver un bien. Plus vous serez aussi ingénieux, moins vous aurez de concurrence. Donc à vous d'aller vous creuser les méninges pour trouver le point qui va faire que vous pourrez avoir votre premier bien. Le plus souvent, c'est quand même le Bon Coin. Bon. Une fois que vous avez trouvé votre bien, vous dites, ah, celui-là il est pas mal, hop, on lance l'étude de marché. Donc je vous mettrai tous les liens. Pour l'étude de marché, je vous l'ai sorti ici dans un tableau que je vais vous présenter rapidement. Hop là. Donc, on rentre nos informations du logement, l'adresse, etc. Les charges qu'on va avoir, donc le loyer, l'électricité, la box. Netflix, moi j'aime bien le rajouter, je trouve que ça joue énormément sur les réservations. Chacun fait comme il veut. Et ensuite, on va aller chercher sur 2 sites les informations pour avoir notre étude de marché. RDNA, que je vais vous présenter, et Airbnb Homes. En rentrant ces informations-là, on aura une idée de l'argent qu'on va pouvoir générer sur le bien. Et en finissant avec les concurrents, donc on va prendre des logements qui ressemblent aux nôtres sur Airbnb pour pouvoir étudier leurs prix et voir s'ils sont remplis. Et en fonction de tout ça, vous aurez un prix directement qui va être donné ici, un prix par nuit moyenne, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser et un bénéfice avant impôt. Alors c'est parti, on va sur notre bien. Voilà le bien que j'ai sélectionné qui est à Bordeaux, donc c'est un T3. On voit que c'est pas. Donc je note moi à chaque fois les standings de 1 à 3. 3, disons que c'est l'appartement parfait, il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est déjà très beau, nickel. Le 1, c'est les appartements un peu vieillots qui ne donnent pas trop envie. Et les 2, c'est les entre-deux. Donc ça, je le mettrai dans un standing 2 pour avoir un petit peu une idée quand on va faire notre recherche de concurrents. Donc vous voyez le bien, on est à 1160 pour un T3, Bordeaux, centre, meublé. Donc lisez les descriptions aussi à chaque fois. Excusez-moi. Donc on reprend. On a ce bien, le T3 à Bordeaux, centre meublé. Pour les étudiants, donc ici effectivement ça risque d'être compliqué de faire de la sous-location, je l'ai pris uniquement pour l'exemple. Bordeaux Centre, appartement T3 entièrement meublé, donc on a tout ce qu'il nous faut, le loyer, la caution peut être négociable, c'est à vous ensuite de vous mettre à la place du propriétaire et essayer de trouver quelque chose arrangeant.
quelque chose d'arrangeant. Donc, on récupère la rue, ici, on est rue Kléber, et ensuite on va se rendre sur AirDNA. Donc, AirDNA, vous n'allez pas de suite arriver sur une page comme ça. Il va falloir que vous vous connectiez, et la page, ce sera exactement quelque chose qui y ressemble. Donc ensuite, on va copier un lien que je vous donnerai également. C'est celui-ci. Donc c'est ce lien qu'on va copier. Ici, on va rentrer la rue, donc rue Kléber. Moi, je l'ai fait en amont. Et vous avez juste à la place des espaces, du coup, à mettre des plus. Donc vous rentrez votre adresse. Si c'est 3 rue Kléber, c'est 3 rue Kléber. Et ensuite, là où il y a la ville, vous rentrez votre ville. Vous êtes en France, vous ne changez rien. Le nombre de chambres, donc bedroom 2. Le nombre de salles de bain, bedroom on n'en a qu'une. Et accommodates, donc ça il y en a 4, c'est les invités. Combien de voyageurs vont pouvoir séjourner chez vous. Une fois que c'est fait, vous validez. Ça va lancer la recherche sur AirDNA. Et vous pourrez récupérer les données qui vous intéressent. Donc nous, dans un premier temps, on va revenir récupérer là, c'est 63% de taux d'occupation et un prix moyen à la nuitée à 113 euros. Hop là. Donc, hop, je remets les informations, donc le lien de Airbnb, le loyer, tout ce qui a été récupéré tout à l'heure. Et les charges totales. Donc là, on a tout qui est mis. J'avais mis des étoiles parce que le logement précédent comprenait le loyer, comprenait les charges. Ici, non. Donc voilà, charge totale par mois, ce logement va nous coûter 1 283 euros. Taux d'occupation ici, on est à 63%. On a un prix à la nuitée qui est à 113. Donc c'est rentré, et donc ces cases-là, elles seront calculées automatiquement avec les données de AirDNA. Donc c'est le nombre de nuits que ça va nous projeter, le chiffre d'affaires que ça va donner et le bénéfice avant impôt. Nous, on va récupérer le plus de données possible pour avoir l'étude de marché la plus fiable et la plus réaliste possible. Donc ensuite, on va sur Airbnb. Donc vous tapez Airbnb Homes, H-O-M-E-S, ce sera le premier lien. Vous arrivez ici. Pareil, on rentre, rue Kléber, 2 chambres, on met à jour notre estimation. C'est pas tant ça qui va nous intéresser, c'est plutôt le prix à la nuitée. Donc ici, on est à 128 euros par nuit. Donc on va récupérer cette donnée-là également. On revient sur notre document Excel, 128 euros par nuit. Parfait. Et là, c'est pareil, ça s'est calculé automatiquement. Ça va prendre en compte donc le taux d'occupation qu'on a ici de AirDNA et le prix à la nuitée d'Airbnb. Donc là, on a fait la grande partie du travail. La dernière, en fait, on va directement s'inspirer des données du terrain. Donc pour ça, on va aller chercher 4 concurrents qui ont le même standing que nous, qui ont un logement dans la même zone, le même type, qui peuvent accueillir du moins autant de voyageurs. Et on va récupérer toutes les données. Donc nous, on était resté sur un standing 2. Donc là, j'ai pris des logements qui ne sont pas magnifiques, mais qui ne sont pas non plus vieillots. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble au plus. Donc là, on peut même avoir 6 voyageurs sur celui-là, puisqu'il y a un canapé qui est convertible. Là, la nuit, on est à 119 euros. Regardez bien à chaque fois que le calendrier soit rempli aux dates. Si c'est un logement qui ne se loue pas, les données ne valent rien. Donc ici, on est à 119 euros. Sur celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Donc je l'ai déjà rempli moi, mais vous rentrez vos données ici. Le prix du ménage et le prix de la nuitée. J'ai mis 120 parce qu'en fait, en creusant, en changeant les dates du calendrier, vous voyez que le prix va changer. Le prix va changer parce qu'en fait, ils sont avec un logiciel de gestion et donc plus l'échéance va être proche, plus le prix de la nuitée va descendre. C'est pour ça que je me suis permis de rajouter 1 euro. Je pense qu'ils louent en moyenne à 120, des fois peut-être un peu plus, mais comme ça, c'est quelque chose de fiable. Et vous avez les frais de ménage quand vous mettez réservé, s'ils ne sont pas marqués de suite, vous les avez là. Là, ils n'y sont pas, donc il n'y a pas de frais de ménage. Pareil sur le second, un logement qui ressemble. Donc là, on est à 5 voyageurs, du moins c'est un T3, 2 chambres, 2 lits, une salle de bain, 101 euros par nuit. Mettez bien le nombre de voyageurs qui correspondent à chaque fois, parce que par exemple, là, quand on me l'a proposé, il n'y avait qu'un voyageur. C'est pas du tout le même prix à la nuitée. Donc hop, on remonte à 4 voyageurs, on est à 101 euros par nuit. Si je réserve, là, j'ai des frais de ménage de 25 euros. Donc c'est pareil, on va le remettre. Ensuite, c'est la même chose, vous avez compris, j'ai repris un logement à peu près cool, 4 voyageurs de lit, c'est dans la même zone, 125 euros par nuit. Pareil, 4 voyageurs, frais de service, est-ce qu'on a des frais de ménage? Il n'y a pas de frais de ménage. Hop, suivant. Et enfin, la maison pour finir ici, on est à 93 euros par nuit, on a 40 euros de frais de ménage, parfait. Pour trouver ces logements-là, vous avez 2 solutions. Soit vous allez dans Airbnb et vous tapez l'adresse qui correspond, ou bien le lieu. Le plus simple, ça reste quand même de rester sur cette page d'Airbnb
et d'aller directement chercher les logements qui sont aux alentours ici. Le gros avantage, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir de soucis au niveau des dates parce que les logements sont déjà réservés. L'objectif, c'est que vous fasse une petite étude de marché et donc vous avez tous les logements d'affichés et ça ne va pas vous cacher des logements parce que les dates sont prises. C'est ça qui compte. Donc toutes ces données-là, on les a récupérées. On va accélérer un petit peu. Hop là. Parfait. On a récupéré nos données et ça va directement nous donner les chiffres là que j'avais cachés, mais qui sont calculés. Donc on est en moyenne à 113 euros par nuit, un chiffre d'affaires sur le logement d'à peu près 2153 euros et un bénéfice avant impôt de 870 euros. Là, c'est hors ménage. Si c'est vous qui faites le ménage, vous allez le facturer aux voyageurs. Donc là, en moyenne, en frais de ménage, on va être autour de 25-30 euros pour un logement dans cette zone-là. Le prix du ménage, ça fait également partie de votre stratégie. Vous pouvez baisser le prix à la nuitée et monter le prix du ménage, ce qui va vous permettre d'avoir moins de réservations d'une nuit. Puisque sur une nuit, si vous avez un prix à la nuitée à 50 euros et 40 euros de ménage, vous allez coûter 90 euros. Alors que la personne à côté qui a 55 euros qui a un coût de la nuit à 55 euros, mais qui a des frais de ménage à 25 euros, elle va se positionner à 80 et donc elle sera forcément moins chère. Mais par contre, sur les grosses réservations, les 5 ou 10 euros d'écart, ils seront insignifiants pour la plupart des voyageurs. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà pour le document, une fois rempli, vous avez à peu près vos chiffres. Donc là, on a 870 euros de bénéfice avant impôt. L'idéal pour moi, c'est d'avoir un bénéfice qui soit à peu près égal au loyer. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir une bonne marge, de limiter largement les risques. Et donc voilà, encore une fois, si vous faites le ménage, vous allez pouvoir prendre les frais de ménage pour vous, ce qui vous permettront de gonfler. Donc là, sur le mois, on peut arriver à 1000 euros avec ce logement-là. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher. Hop, donc maintenant qu'on a fini notre étude de marché, je vais fermer c'est par ça. Hop là, on revient sur notre tableau. L'étude de marché étant finie, le logement nous convient, on va venir contacter le propriétaire. Donc je vous mettrai pareil le lien vers mon script. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Hop là. Donc vous aurez ce document-là avec mes processus de message exactement. Le premier message que j'envoie, donc sur le Bon Coin en l'occurrence, ça peut être sur Facebook ou à votre réseau, peu importe. L'objectif primaire, c'est de décrocher un rendez-vous téléphonique. Puisqu'au téléphone, on va déjà avoir plus l'attention de la personne et on va pouvoir mieux s'exprimer. On va pouvoir gérer nos arguments en fonction de la personne qu'on a en face et c'est tout ça en fait qui va nous intéresser. Donc vous avez les scripts des messages que j'envoie. Le troisième message, c'est vraiment un dernier recours. Il y a peu de chances que vous ayez la personne à ce moment-là, mais on essaie tout et n'hésitez pas à relancer si vous n'avez pas de réponse au bout d'un jour. Quand l'objectif c'est de se positionner rapidement, le logement, vous n'avez pas eu de réponse au bout d'un jour, relancez le lendemain. Après, je ne vous dis pas d'harceler les personnes, mais ça ne coûte rien une relance et ça peut permettre d'avoir un bien, donc on ne va pas s'en priver. Donc voilà exactement. Ensuite, on a notre processus d'appel, une fois que la personne décroche. L'objectif, c'est donc de se présenter, de prendre toutes les informations sur le propriétaire, voir dans quelle situation il est. Ça va nous permettre donc de gérer nos arguments en fonction, puisqu'il y a des gens qui vont être plus attachés aux revenus que vont leur générer leurs biens, d'autres qui veulent juste ne pas en entendre parler. Donc ça, ensuite, ça va être à vous de gérer en fonction de la personne que vous avez. Donc ensuite, de vous expliquer à peu près ce que vous faites. Là, vous allez avoir des objections. Le but, c'est de les traiter, d'avancer les arguments qui vont correspondre pour pouvoir décrocher une visite. Pour la visite, vous allez préparer votre contrat de sous-location pour essayer de signer sur la visite. C'est toujours mieux. Comme ça, vous repartez et vous avez votre logement. Quand ça dure, peu importe ce que vous vendez, ça ressemble à un je veux réfléchir et c'est jamais bon. Il y a peu de chances en tout cas d'arriver au bout. Donc, si vous avez un bon contact, que vous le sentez, ne forcez pas les choses, on est d'accord. Mais enfin, si vous pouvez signer sur la première visite, ce sera au top. Donc, je vous laisserai tout ça, mon fichier d'études de marché, le Notion avec les scripts et les documents administratifs pour votre micro-entreprise dans la description de la vidéo. Il y a tout qui s'y passe, vous pouvez aller récupérer vos documents. Une fois que vous avez réalisé la signature de votre bien, je précise bien, le bail de sous-location professionnelle, vous oubliez ChatGPT. ChatGPT, vous oubliez parce qu'il y a eu des problèmes de plein de personnes qui ont voulu faire leur beau avec ChatGPT. Le souci, c'est que ChatGPT, c'est bien pour des informations qui ne sont pas d'ordre juridique. Du moment où c'est d'ordre juridique, tournez-vous vers un avocat.
Oui, ça coûte un peu d'argent, ça va dépendre des avocats, mais au moins vous avez quelque chose de carré. Et surtout, c'est sa responsabilité à lui qui est engagée s'il y a un problème. Vous ne pouvez pas engager la responsabilité de ChatGPT s'il y a un problème sur le contrat. Donc ça vous permet d'être couvert. L'assurance aussi, j'imagine qu'elle ne vous couvrira pas si vous avez fait un contrat avec ChatGPT ou qu'il y a des choses qui ne vont pas. Faites tout dans l'ordre, vous êtes un professionnel. Ça demande de l'investissement au début, mais vous y retrouverez facilement ensuite. Ensuite, on va préparer notre bien. Peut-être récupérer un bien qui ne va pas être parfait. Et donc, on va venir se tourner, ou en tout cas faire les petites préparations qui vont optimiser le bien pour qu'on puisse optimiser derrière les réservations. Préparation du bien, ça va être de mettre en place une entrée pour les voyageurs. Ça, c'est un que j'ai récupéré récemment, qui n'est pas encore en location. Je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Le bien était déjà pas mal. Donc, préparer le bien, ça va être par exemple acheter des coussins, acheter le jeu de lit. Si vous faire un coup de peinture, chercher de la décoration, n'oubliez pas de le faire. Ajouter Netflix également. On a ajouté Netflix, donc ça c'est uniquement pour les photos, je vous en parle juste après. Et pour le lit, prendre des choses qui vont rendre le lit confortable. Donc rapidement, parce que j'ai une photo du lit qui traîne ici. Celle-là n'est pas top, on va descendre, voilà. J'ai pris mon jeu de drap qui collait à peu près aux couleurs du logement, avec un jeu de lit, des serviettes qui correspondent les couleurs, un petit coussin en plus de décoration. C'est des petites choses, ça ne va pas coûter très cher. Je pense qu'il y en a pour 10-15 euros pour le jeté de lit. Bon, les serviettes, c'est à vous de trouver. Et les oreillers, vous en avez chez Action, vous en avez chez Auchan dans les grandes surfaces. Souvent, c'est une dizaine d'euros. Vous pouvez en mettre un ou deux. C'est pas grand chose, mais quand on voit les photos, ça a quand même beaucoup plus de prestance, beaucoup plus d'allure, un logement comme ça. Et ça fait beaucoup plus confortable. Donc c'est tout ça, préparer le logement, ça peut être fixer des cadres, ça peut être mettre un coup de peinture. Il n'y a pas de limite. L'objectif c'est vraiment d'optimiser. Ne vous lancez pas dans une redécoration totale. À part si c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous êtes persuadé de votre étude de marché, même si je ne le reconseille pas pour le premier. Faites des petits ajustements qui vont permettre de jouer. Ça peut être des rideaux, ça peut être tout ça. L'objectif c'est vraiment d'avoir un logement qui est chaleureux. Une fois que le logement est préparé, on va passer à la suite qui est la mise en ligne de l'annonce. Donc la mise en ligne de l'annonce, ça va passer déjà par le passage d'un photographe. Photographe professionnel s'il vous plaît, et pensez à demander un portfolio au photographe avant pour voir ce qu'il fait. Moi je vous conseille un photographe qui est spécialisé dans l'immobilier. Certains vous diront moi je fais de tout. À part si le portfolio est nickel sur de l'immobilier, ne les prenez pas, allez voir des photographes spécialisés dans l'immobilier. Airbnb peut aussi vous en donner dans leurs ressources. C'est quand même un petit peu plus cher, donc c'est pas négligeable puisque les photos en fait c'est la première chose que les gens vont voir. C'est ce qui fait qu'on va cliquer sur votre annonce et c'est ce qui fait qu'on va réserver. Donc à ne pas négliger. Dans la mise en ligne de l'annonce, à la suite, hop, donc j'ai ouvert l'autre page, on va aller voir le détail. Donc là, vous allez voir à peu près tous les logements que j'ai. Vous voyez, il y en a qui vous font des vidéos, mais qui ne montrent pas forcément l'envers du décor. Donc, on arrive ici. Ce ne sera pas exactement comme ça lorsque vous allez mettre l'annonce pour le début. Ne vous prenez pas la tête. Vous mettez les quelques photos que vous avez, vous remplissez rapidement la description, le nom du logement. Tout ça, c'est éditable après. Surtout que l'annonce ne sera pas directement en ligne. Il y aura des étapes à valider. Donc, les étapes, elles seront ici. On commence un petit peu par la fin. Mais en gros, il faudra indiquer si c'est une résidence secondaire ou une résidence principale. En général, c'est une résidence secondaire et que vous récupérez. Il n'y a personne qui l'a en adresse principale. Demandez quand même au propriétaire. Il faudra répondre aux exigences locales. Donc souvent, c'est un numéro d'enregistrement. Ça se fait rapidement auprès de la mairie. Vérifiez le compte d'hôte et le numéro de téléphone de votre compte. Donc ça, souvent, vous l'aurez déjà fait. Je n'ai pas précisé, vous pouvez utiliser votre compte Airbnb personnel, c'est même encore mieux si vous avez des bons avis et que vous avez déjà voyagé avec pour lancer votre création de compte. Je vais vous mettre un lien vers lequel vous pourrez passer pour créer votre compte Airbnb. Ce sera direct. Moi, pour être tout à fait franc, ça me permet de faire du parrainage. Donc, je récupère un peu. Vous avez votre compte qui est créé. Tout le monde est gagnant. Vous aurez tout ça dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les photos, ici je ne vais pas revenir dessus, mais vous pourrez créer une visite dessus, créer une visite avec les espaces. Vous avez le titre, vous aurez plus de caractères ici à rentrer. Donc hop, je vais mettre mon nom interne. Bon, ça c'est juste pour moi, pour me repérer, les voyageurs ne le voient pas. Mais sur ce bien, vous pourrez également compléter. Donc l'objectif c'est de mettre un nom qui est parlant, avec des indications qui vont faire que vous aurez peut-être plus de réservations. Donc parking Netflix, si vous êtes près d'une gare, vous pouvez le mettre. Même j'aurais pu mettre
parking sécurisé ou parking couvert. L'objectif, c'est d'avoir un nom qui est parlant, mais ce n'est pas le plus important, c'est vraiment les photos. Le nom est beaucoup moins mis en avant sur les annonces qu'avant. Donc là, on a le type de logement. Je t'invite à vous balader, d'aller partout pour voir comment est-ce que ça se passe. Là, je pense qu'on est à 4 étages. Vous remplissez tout ça. Quel étage se situe le logement? Ce n'est pas indispensable de mettre la taille du logement. Vous voyez, je ne l'ai pas encore fait. Si ça fait partie d'une catégorie, Airbnb le fera tout seul. La tarification, tout ça, c'est limite en dernier recours que vous allez le faire, puisque ce qui est en premier et qu'on va gérer, c'est surtout la description. Je passe avec vous tous les points. Disponibilité, donc je n'ai pas fait les réglages de cette annonce, ne le prenez pas en compte. Vous mettez votre nombre minimal de nuit. C'est très intuitif Airbnb, honnêtement. Donc je ne vais pas tout passer avec vous, le nombre de voyageurs, la description, vous voyez, et je vais aller regarder mon logement avec vous, les équipements à remplir. L'emplacement, ce sera l'adresse que vous avez. Hop. La réservation instantanée, le règlement intérieur, à partir de quelle heure vous autorisez les entrées, si vous voulez des événements, est-ce qu'il faut du calme, voilà. Toutes ces informations-là seront à rentrer. Et ensuite, dans le guide d'arrivée, c'est encore d'autres informations. L'itinéraire pour aider les personnes, c'est rarement consulté. Je vous recommande de le mettre dans les messages. C'est rarement consulté par les autres, toutes ces données, les données qui sont de ce côté-là. On peut mettre les informations sur le Wi-Fi. C'est quand même bien de les mettre parce que ça peut vous éviter des appels et des contacts. L'objectif, c'est d'être le plus complet possible pour éviter d'avoir un SMS à 23h, pour éviter d'avoir un appel à 14h. Plus vous mettez d'informations, plus il y a de chances qu'on ne vous contacte pas et donc que vous soyez tranquille. Donc on a fait le tour à peu près et vous finirez, vous irez dans le calendrier également puisque vous avez des choses qui peuvent être gérées. Moi je ne vais pas y aller ici, on va retourner juste sur l'annonce ensemble pour que je vous montre à quoi ressemble celle-ci. En apparence elle est finalisée, je vous disais qu'il manquait quelques réglages mais en apparence elle est quasiment finalisée. Hop, là on a donc l'annonce. Donc celui-là je ne l'ai pas en sous-location, c'est de la conciergerie, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui est en note. On a l'espace de travail dédié qui a été mis en avant. Je vous dis aussi, quand vous allez aller dans les informations sur le Wi-Fi, donc vous allez les rentrer, quand vous allez dans les équipements, une chose importante, hop, équipement Wi-Fi ici, une fois que vous serez dans le logement uniquement, donc vous allez sélectionner la Wi-Fi, modifier, sur le téléphone c'est largement faisable, vous appuyez sur ce petit stylet là, et vous pourrez faire un test de Wi-Fi. Ça va vous permettre de donner aux voyageurs la puissance de votre Wi-Fi. Plus elle est bonne, mieux c'est. Il y en a peu qui ont l'idée de à quoi ça correspond, mais pour ceux qui travaillent, ça a un impact. Donc je vous invite à le faire. Si le test n'est pas concluant, refaites-le 2-3 fois pour avoir les meilleures données. C'est pas de la triche, c'est simplement que la bande passante, des fois, elle va être plus forte que d'autres. Donc faites-le 2-3 fois pour arriver à avoir une bonne donnée, même si en général, ça tourne bien quand vous avez équipé la box. Donc voilà à quoi ressemble l'annonce. Ici, on a une courte description, ça vous l'aurez dans la description. Ensuite, le logement. Donc moi, ce que j'aime bien mettre, c'est quelque chose d'assez visuel avec les points du logement simplement. Donc il n'y a rien de sorcier, hein, mais comme ça, vous avez une idée de ce qui est fourni. L'accès des voyageurs. Je ne mets pas trop d'informations, puisqu'encore une fois, c'est dans les messages. Pour les personnes qui réservent, où on donnera le plus d'informations. Les commodités, donc c'est toujours sympa de les avoir. Et pareil pour les sites touristiques à côté. Ça, je vous invite à les mettre. Ça permet toujours, et aussi dans l'annonce en mettant des photos, mais ça permet toujours pour les touristes, pour les personnes qui viennent travailler, d'avoir des idées de comment se situe votre logement. Et enfin, le règlement intérieur. Pour ce qui est des photos, hop, je les ai mises ici. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai le stade Ernest Vallon, donc à Toulouse, qui est à 5 minutes. Les jardins japonais qui sont à côté. Voilà, quelque chose de parlant. Qu'on soit anglais, espagnol ou français, c'est facilement compréhensible. Et donc j'ai mis tout ça. Vous pouvez rajouter une petite mosaïque, par exemple, du logement. Vous pouvez rajouter un rendu 3D aussi du logement, si vous voulez le faire. Vous pouvez aller sur Fiverr, demander à ce qu'on vous le fasse avec des photos. Ça apporte vraiment de la valeur. L'objectif aussi sur Airbnb, c'est que les premières photos, vous ayez l'étendue du logement. Souvent, les gens ils vont voir le carré qui va apparaître sur Airbnb, ils vont cliquer 2-3 fois, ils ne vont même pas être sur votre annonce. Donc en cliquant 2-3 fois, il faut qu'ils soient convaincus. L'objectif, c'est ça. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai le salon. On voit un petit peu la terrasse, donc c'est au top. Deuxième photo, on voit qu'il y a un espace pour travailler avec la chambre derrière. L'ordinateur, c'est pareil. Ça, c'est des petites astuces hein, quand vous allez faire des photos. Apporter des croissants chocolatines, un ordinateur. Si vous pouvez mettre en scène le logement, si vous avez une piscine, que vous avez des amis qui peuvent jouer, ben, prenez-les pour simplement mettre en scène le logement.
Donc voilà, on a l'aperçu qui est assez vite fait et c'est encore une fois assez important puisque les photos, c'est ce qui fait qu'on va cliquer sur votre annonce et c'est la première étape avant de réserver. Donc on a fait le tour, on a préparé notre bien, on a mis ensuite en ligne l'annonce une fois qu'on a tout rempli ainsi que les dernières données qui sont demandées par Airbnb ici. Vous choisissez votre calendrier, vous finissez de régler les frais de ménage, est-ce que vous voulez des animaux ou pas, si vous voulez des frais supplémentaires par personne. Et ensuite, on voit les automatisations. Parce que l'objectif, bien évidemment, une fois qu'on a récupéré le logement, ça va être d'automatiser au maximum. Le premier créneau en automatisation, ça va être l'entrée. Entrée autonome, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous pointer pour donner les clés au moment où les gens vont rentrer dans le logement. Ils peuvent arriver à 23h ou à 16h, il n'y a pas de souci. Pour ça, on a plusieurs solutions. La solution boîte à clés. Faire attention dans les grosses agglomérations, c'est de moins en moins toléré. Donc soit vous la cachez bien, si vous la mettez sur un élément de copropriété, normalement il faut demander à la copropriété. C'est un enfer pas possible. Donc moi je vous conseille soit de bien la cacher, soit de la mettre à un endroit où ça va être autorisé simplement. Si vous êtes au rez-de-chaussée, imaginons que vous avez des barreaux à votre fenêtre, vous pouvez l'attacher, le cadenas, au barreau de votre fenêtre sur l'extérieur. Là, ça n'embêtera personne. Pour d'autres appartements, on va plutôt utiliser des serrures connectées. L'avantage, c'est qu'il y a un code. Les gens, ils n'ont pas besoin de clé. Ils rentrent leur code. Une fois qu'ils partent, le code, vous pouvez le changer. Et comme ça, c'est à nouveau un nouveau code pour les prochains voyageurs. Et c'est très sécurisé. Surtout, vous n'avez pas de risque que les gens restent dans le logement, puisqu'une fois qu'ils seront sortis, ils n'auront plus accès à la porte. Quand leur séjour est expiré, bien évidemment. Et ça va être plutôt pour gérer les solutions d'immeubles. Donc moi, il n'y a pas de collaboration là-dedans. C'est juste des solutions que j'utilise personnellement. Le Nuki Opener qui va être branché directement à l'interphone, qui va permettre que quand les voyageurs arrivent, ils appuient sur l'interphone et ça va ouvrir directement la porte s'il y a un séjour qui est en cours. Donc voilà pour automatiser l'entrée. Ça se joue aussi avec les messages, donc donnez le code de la boîte à clé ou de la serrure, avec une petite vidéo si vous pouvez, pour expliquer comment ça fonctionne. Les messages à automatiser. Les messages, c'est simple, vous allez faire des bons messages qui ne bougeront plus. Il y a des personnes, vous n'aurez même pas un message du séjour. Ils seront contents de leur séjour. Si tout est bien fait, il y a des personnes qui vous contacteront même pas. Ou qui répondront même pas à vos messages. Donc le premier, c'est le message pour confirmer la réservation, dire que vous avez bien reçu, vous êtes content de les accueillir. Si vous avez des données à lier, comme un livret d'accueil par exemple digital, vous pouvez le mettre à ce moment-là pour que les gens prennent connaissance du logement. Le message d'entrée, donc c'est ce que je vous disais. Moi, généralement, je l'envoie au matin de la réservation, puisque si les personnes annulent la veille, je n'ai pas envie qu'elles aient les informations pour entrer dans le logement. Donc au matin de la réservation, je vais donner les codes, etc., les codes de boîte à clés. Hop, je reviens ici. Les codes de boîte à clés, les codes de serrure, la petite vidéo et tout ce qui va bien avec les horaires. Pensez bien à les répéter, que ce soit dans la réservation ou dans l'entrée, les horaires d'entrée et de sortie. Ce que j'ai mis ces jours, ça je le vois très peu, mais je trouve que c'est vraiment un message primordial. Vous faites une petite phrase pour prendre l'information si le séjour se passe bien chez les voyageurs. Par exemple, bonjour X, est-ce que tout se passe bien dans le logement? Point d'interrogation. L'objectif, c'est d'avoir une proximité avec le voyageur. On ne va pas s'embêter à faire un gros message formel comme on pourrait faire pour la réservation ou peut-être même pour l'entrée. Mais on va faire un message qui soit simple, qui donne l'impression qu'on vient de l'écrire à l'instant, pour avoir une réponse qui soit vraiment personnelle. Il y a des personnes qui vont, même beaucoup, qui ne vont pas oser vous le dire s'il y a des petits soucis. En envoyant ce message-là, ça permet directement d'avoir la température. Moi, je l'envoie au lendemain de la première nuit, puisqu'il faut que les gens aient déjà dormi. Donc les séjours d'une nuit, ils ne recevront pas le message, mais ceux qui restent au moins 2 nuits, 3 nuits, ça vous permet d'avoir un retour qui est direct. Et enfin, le check-out, donc la veille du départ, vers 20h, 21h, vous envoyez les informations comme éteindre les lumières, ranger le frigo, tout ce qui traîne, remettre la décoration à sa place. Et un petit message de remerciement, un jour après ou 2 jours après, si tout s'est bien passé, que vous pouvez automatiser en disant que vous êtes content d'avoir eu des voyageurs qui ont pris soin du logement. Vous pouvez proposer aussi également une remise de 10% pour les prochains séjours et inviter les gens à vous laisser un avis surtout. Donc pour l'avis, moi je conseille aussi de laisser un petit livret d'accueil en physique dans le logement avec une fiche, donc le règlement intérieur et une fiche qui va indiquer comment est-ce qu'on peut mettre des avis, puisque les gens vont avoir tendance à laisser un avis 4 étoiles alors que tout s'est bien passé. Donc vous pouvez essayer de modifier un petit peu l'échelle en mettant par exemple avec un peu d'humour, je sais pas, 2 étoiles, mettez cet hôte en prison.
4 étoiles, tout s'est bien passé, mais il y a quand même eu des problèmes à tel niveau. Et 5 étoiles, le séjour s'est bien passé. Pour qu'ils comprennent bien qu'en fait, 5 étoiles, ce n'est pas un 20 sur 20. 5 étoiles, c'est je n'ai pas eu de soucis pendant ma réservation. Ça va vous aider à avoir des bonnes notes. Automatiser également les ménages. Vous pouvez les faire si vous avez une activité, que vous avez des études, vous ne pourrez peut-être pas forcément y aller, surtout si le logement est un petit peu plus loin. À ce moment-là, on va aller chercher un prestataire de ménage professionnel. Donc, soit sur Allo Voisin, sur Le Bon Coin, Yujo également, qui est une application, Facebook. C'est comme un petit entretien d'embauche. Sélectionnez bien vos agents de ménage parce qu'il va falloir qu'ils fassent le ménage, qu'ils gèrent le linge et également qu'ils soient vos yeux et vos oreilles sur le logement. C'est-à-dire que s'il y a une ampoule qui ne marche pas, s'il manque, il faut racheter des consommables, du papier toilette, il faut racheter du café, tout ça c'est eux qui doivent vous le dire. Donc bien évidemment, ça vous les rembourser en plus de leurs prestations. Mais il faut vraiment que ce soit vos yeux et vos oreilles puisque vous ne serez pas forcément dans le logement et encore moins si vous avez un agent de ménage. Et pour finir, la comptabilité, c'est aussi quelque chose à automatiser. Elle n'est pas forcément obligatoire en micro-entreprise, mais le statut viendra à changer par la suite parce que comme vous le voyez, il y a des grosses charges. Donc on va passer à un statut au réel qui nous permettra de déduire les charges de notre chiffre d'affaires. Si je parle chinois, ne vous inquiétez pas puisque ça va arriver très vite et vous allez comprendre. Le premier rendez-vous dans tous les cas avec un comptable est gratuit. Donc une fois que vous avez récupéré votre premier logement, vous pouvez aller voir un comptable pour voir la solution qui sera la plus adaptée à vous en fonction de votre projet. Moi je vous mettrai à disposition également, donc il n'y est pas de suite, mais un Excel que j'ai fait qui va vous permettre de noter directement les charges, d'avoir une vue d'ensemble sur vos dépenses pour les logements, vos rentrées d'argent. Est-ce que ça vient de Airbnb? Est-ce que ça vient de Booking pour ceux qui iront à l'étape d'après? Est-ce que ça a été pour les fournitures? Est-ce que c'est du loyer? Est-ce que c'est des abonnements téléphoniques, électricité? Vous aurez tout le détail. Donc voilà pour le plan. Vous allez pouvoir récupérer toutes ces données dans la description directement. On passe à la fin parce qu'il y a quand même des personnes qui ont toutes ces données-là et qui ne vont pas aller au bout. Je le sais, je donne ça gratuitement parce que je sais pertinemment qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas l'appliquer, qui vont regarder, qui vont peut-être se dire ah c'est cool, il nous a donné quand même plein de choses, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc je vais vous donner vraiment toutes les données pour que vous y arriviez. C'est l'objectif de cette masterclass, en tout cas de ce point complet. C'est la différence entre les gens qui abandonnent et ceux qui réussissent. Donc, il y en a, ils vont manger leur premier, deuxième ou troisième refus de logement. On dira, bon, c'est pas pour moi, c'est impossible. Le gars a raconté du pipeau, on va pas y arriver, j'arrête. Là où la personne qui réussit, elle va plutôt avoir tendance à se dire, bon, ben c'est pas grave, ça marche pas, ça marche pas, ça marche moins bien. Ou avec ce type de personne, ah, j'aurais pu l'avoir comme ça. C'est prendre des notes. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, prenez des notes pour pouvoir vous en sortir. Si vous avez 3 refus que vous n'avez rien changé, c'est que vous n'avez rien compris et forcément vous êtes dans un mur. Si vous avez 3 refus, que vous avez commencé à changer des choses, vous êtes sur la bonne voie en fait. C'est juste une question de temps, le 4e il passera. Si ce n'est pas le 4e, ce sera peut-être le 5e. C'est ça en fait l'objectif de l'apprentissage. Il y en a qui vont tomber sur le premier logement, vous allez l'avoir, il va fonctionner, mais en fait vous allez manger tous les refus à partir du 2e, 3e, 4e. Alors si vous avez déjà des revenus qui sont générés, forcément c'est plus simple parce que vous avez de la motivation. Si vous n'avez pas le premier, vous pouvez avoir tendance à vous dire ça ne va pas passer, j'arrête. Et c'est ce truc-là aussi d'être perfectionniste. Si vous voulez tout avoir de parfait avant de vous lancer, oubliez. Le terrain, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Donc la personne qui va réussir, elle, à contrario, elle va se lancer rapidement. Elle n'aura peut-être pas tout de nickel. Peut-être qu'elle n'aura pas encore reçu peut-être les cartes de visite ou elle n'aura pas la prospection, elle ne sera pas forcément la plus à l'aise. Mais comme elle va faire, elle va apprendre sur le terrain. Et c'est pareil, la prospection, quand ça ne marche pas, vous prenez des notes. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer après chaque appel, mais vous prenez des notes. S'il y a des choses qui reviennent, vous venez les retravailler. Et enfin, la personne qui aura mangé des refus, mince, qui aura tout essayé en mode parfait, mais ça n'a pas fonctionné, elle va se dire, je ne suis pas fait pour ça. Alors que l'autre, comme elle agit rapidement, elle va tester, elle va apprendre, et elle va continuer sa route et se rapprocher de son objectif. Et enfin, elle va susciter ou demander de l'aide à son réseau ou à une personne qui va pouvoir l'accompagner. C'est très important, c'est ce que je vous disais au début, de pouvoir se former. On en revient ici, c'est le plus important puisque en étant accompagné, vous aurez beaucoup d'erreurs qui vont être oubliées en fait. Vous aurez un chemin tout droit, il n'y aura pas de possibilité de perdre du temps à droite ou à gauche. Et c'est non seulement un gain de temps, mais aussi profiter d'une expertise et gagner beaucoup plus vite en compétences. Je pense que si j'avais pris un accompagnement, j'aurais mis beaucoup moins de 2 ans
pour arriver à 5 logements. Mais bon, chacun sa route, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Donc voilà, si tu as aimé la masterclass, tu as tout ici pour te lancer. Sache que ça, c'est qu'une petite partie de ce que moi je vais partager à mes élèves. Donc si tu es sérieux, tu m'envoies un DM sur Instagram. Hop, tu peux m'envoyer le DM sous lock pour qu'on discute et qu'on voit si je vais pouvoir t'aider personnellement à avoir ton premier, deuxième, troisième bien en sous-location. Et tout ça dans les prochaines semaines. Je dis bien personnellement puisque c'est moi que vous allez avoir un appel, c'est avec moi que ça se passera également pour l'accompagnement et je suis chaque personne à la lettre. Ce n'est pas une formation où je vous mets des documents et vous vous débrouillez. Je suis avec vous et l'objectif c'est vraiment de partir de ce point A à arriver à un point B. Donc si vous voulez être accompagné, vous m'envoyez le DM. Sinon, vous avez toutes les informations dans la description et puis je vous dis à bientôt. Ciao.